Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir encore une petite histoire du fameux Père Brown. L'histoire s'intitule L'honneur d'Israël Go. Par un soir orageux, vert olive et blanc argent, le Père Brown, enveloppé dans un plaid gris, arriva à l'extrémité grise d'une vallée d'Écosse et contempla l'étrange château de Glengyle. Il bloquait les trois vallons au point de lui donner l'aspect d'une impasse et semblait placé au bout du monde, avec ses toits abrupts et ses flèches d'ardoise vertes. Ce château franco-écossais évoquait dans l'esprit de l'anglais l'image sinistre des chapeaux pointus dont sont coiffées les sorcières dans les contes de fées. Les bois de sapin balancés par le vent semblaient à côté des tourelles vertes aussi noires que des nuées de corbeaux. Cette atmosphère cauchemardesque, voire démoniaque, n'était pas seulement une illusion produite par le paysage. L'endroit était nimbé de cette aura d'orgueil, de folie et de mystérieuse nostalgie qui pèse plus lourdement sur les grandes maisons écossaises que sur toutes les autres, car l'Écosse a absorbé une double dose de ce poison qu'on appelle hérédité. Ces aristocrates croient en la loi du sang, et ces calvinistes aux châtiments éternels. Le prêtre s'était échappé pour un jour de Glasgow, où le retenaient ses affaires, dans le but de rendre visite à son ami Flambeau, le détective amateur qui, avec un de ses collègues officiels, poursuivait au château de Glengyle une enquête sur la vie et la mort du comte de Glengyle. Ce mystérieux personnage était le dernier représentant d'une lignée qui s'était distinguée par son courage, sa folie et sa ruse cruelle. Même parmi la sinistre noblesse qui dominait le pays au XVIe siècle, personne n'avait pénétré plus avant dans le labyrinthe d'ambition, dans les chambres secrètes de ce palais de mensonges construit à l'époque de Marie Stuart. Un dicton du pays expliquait naïvement la raison et le résultat de leurs machinations. La sève est à l'arbre ce que l'or rouge est aux ogilvies. Pendant des siècles, le château de Glengyle n'avait pas connu un seul lord respectable. On aurait pu croire que durant l'ère victorienne, toutes les ressources de leurs excentricités auraient été épuisées. Le dernier des Glengyle suivit néanmoins la tradition familiale, en faisant la seule chose qui restait encore à faire. Il disparut. Je ne veux pas dire qu'il s'expatria. Selon toute probabilité, il resta dans le château. Mais quoique son nom fût inscrit dans le registre de l'Église et dans l'almanach de la noblesse, personne ne le vit plus jamais. Le seul homme qui était peut-être resté en rapport avec lui était un domestique, qui cumulait les fonctions de valet et de jardinier. Il était si sourd que les esprits pratiques le déclaraient muet, tandis que d'autres, plus pénétrants, le disaient idiot. C'était un maigre journalier, à la chevelure rousse, avec une mâchoire et un menton résolus, et des yeux bleus absents. Israël Go était le seul domestique de ce domaine désert. Mais l'énergie avec laquelle il bêchait ses pommes de terre et la régularité avec laquelle il disparaissait dans la cuisine entretenaient les gens dans l'idée qu'il pourvoyait aux besoins de son maître et que l'étrange comte était caché dans le château. Si l'on avait encore eu des doutes à ce sujet, ils eussent été dissipés par Go, qui ne cessait d'affirmer qu'il n'était pas chez lui. Un matin, le prévôt et le pasteur, car les Glengyle étaient presbytériens, furent mandés au château. Ils découvrirent que le jardinier valet cuisinier avait ajouté à ses nombreuses fonctions celle d'employer des pompes funèbres et avait cloué son maître dans son cercueil. Faute de recherche sur le moment, l'affaire était restée obscure et aucune enquête légale n'avait encore été menée lorsque Flambeau s'était mis en route pour le nord, 2 ou 3 jours auparavant. À son arrivée, le corps de Lord Glengyle, si c'était bien son corps, reposait déjà depuis quelque temps dans le petit cimetière au sommet de la colline. Tandis que le père Brown traversait le jardin obscur et arrivait au pied du château, les nuages s'épaissirent et l'air devint humide et orageux, se découpant sur la dernière bande de soleil couchant, vert or. Il aperçut une silhouette noire. L'homme était coiffé d'un chapeau en tuyau de poil et portait sur l'épaule une lourde bêche. Cette apparition suggérait assez curieusement un fossoyeur. Mais lorsque Brown se souvint du domestique sourd, elle lui parut toute naturelle. Il connaissait un peu la nature du paysan écossais. Il savait que sa respectabilité pouvait l'induire à revêtir ses vêtements noirs lors d'une enquête officielle. Il savait aussi qu'il était trop économe pour perdre pour cela 1 heure de travail. Le mouvement de surprise que fit l'homme
lorsque le prêtre passa près de lui, et le regard soupçonneux dont il le suivit était également en accord avec le caractère défiant et jaloux de son personnage. Flambeau en personne ouvrit la grande porte. Il était accompagné d'un homme mince, aux cheveux gris fer, qui tenait en main quelques papiers. C'était l'inspecteur Craven de Scotland Yard. Le hall d'entrée était dépouillé de son mobilier, mais les visages pâles et sardoniques d'un ou deux cruels ogilvy toisent la scène, coiffés de leurs perruques sombres depuis leur toile noircie. En pénétrant dans la chambre principale, le père Brown s'aperçut que les détectives étaient installés à l'extrémité d'une longue table de chêne, devant un volumineux dossier, une bouteille de whisky et une boîte de cigares. Tout le reste de la table était couvert d'objets variés, répartis en groupes distincts. Ces objets étaient plus énigmatiques les uns que les autres. Il y avait d'abord un petit tas de fragments de verre brillant, puis un tas plus élevé de poussière brune. Plus loin, une simple canne en bois. « Vous semblez avoir réuni ici une sorte de musée géologique, dit-il, tandis qu'il s'asseyait, désignant d'un mouvement de tête la poussière brune et les fragments de cristal. « Ce n'est pas un musée géologique, répliqua Flambeau, c'est plutôt un musée psychologique. »« Oh, pour l'amour de Dieu, s'écria le policier en riant, n'employons pas de si grands mots. »« Vous ne savez pas ce que c'est que le mot psychologie ?» demanda Flambeau avec une cordiale surprise. « C'est le synonyme de toquade. »« Je ne comprends toujours pas, reprit le détective. »« Je veux dire, reprit Flambeau d'un ton décidé, que nous n'avons découvert qu'une seule chose concernant Lord Glengyle. C'est qu'il était fou. » La silhouette noire de Go, avec son chapeau haut de forme et sa bêche, passa devant la fenêtre. Le père Brown la suivit passivement des yeux et dit à son tour: « Cet homme devait avoir quelque chose de bizarre. Sans cela, il ne se serait pas enterré vivant ici. Ou ne se serait pas empressé de s'y faire enterrer mort. Mais pourquoi croyez-vous qu'il ait été fou ?»« Lisez plutôt, dit Flambeau, la liste d'objets que M. Craven a trouvés dans la maison. »« Nous devrions prendre une bougie, dit Craven aussitôt. Un orage approche, et il fait trop sombre pour lire. »« Avez-vous trouvé des bougies parmi vos curiosités ?» demanda Brown en souriant. Le visage de Flambeau prit une expression sérieuse, et il leva ses yeux sombres sur son ami. « Autre curiosité, dit-il. Nous avons trouvé 25 bougies, mais pas un seul chandelier. » L'obscurité tombait rapidement, et le vent se levait au dehors. Brown s'approcha de la table, où parmi le bric-à-brac se trouvait un paquet de bougies. Il se baissa en passant au-dessus du tas de poussière brune, et un brusque éternuement rompit le silence. « Tiens, dit-il, du tabac prisé. » Il prit une de ces bougies, l'alluma avec précaution et l'afficha dans le goulot de la bouteille de whisky. L'air du soir, qui pénétrait par les fissures de la fenêtre, fit vaciller la haute flamme comme un drapeau. Tout autour du château, on pouvait entendre mugir l'immense forêt de sapins, semblable à une mer noire autour d'un récif. « Je vais vous lire l'inventaire, commença Craven en saisissant l'un des papiers. L'inventaire des objets bizarrement laissés pour compte que nous avons recueillis ici. Nous avons trouvé le château dans un état d'abandon et de dénuement presque complet. Pourtant, une ou deux chambres, modestes mais propres, révèlent qu'elles ont été habitées par quelqu'un, qui n'était pas le domestique Go. Voici la liste. Primo, un grand nombre de pierres précieuses, presque toutes des diamants, dépouillées de toute monture. Il est naturel que les ogilvy possèdent des joyaux de famille, mais ces pierres sont exactement de celles que l'on enchâsse dans certains bijoux, dans certains ornements. Les ogilvy semblent les avoir portés dans leurs poches, comme de la menue monnaie. Secondo, une grande quantité de tabac brisé, non pas dans une corne ou dans une blague, mais en tas sur les cheminées, sur le buffet, sur le piano, partout, comme si le vieillard avait voulu s'épargner la peine de puiser dans sa poche ou de soulever un couvercle. Tertio, çà et là dans la maison, des petits tas de minuscules objets métalliques, des ressorts d'acier et des roues microscopiques, comme si l'on avait éventré des jouets mécaniques. Quattro, des bougies que l'on est contraint de fixer dans le goulot des bouteilles, faute de tout autre objet convenable. Notez, je vous prie, combien tout ceci est étrange, bien plus étrange que ce que nous avions prévu. Nous nous sommes préparés à résoudre le nœud même de cette affaire. Nous avons vu, dès le premier coup d'œil, que la raison du comte devait être troublée. Nous sommes venus ici pour découvrir s'il a réellement vécu dans cette maison.
s'il y est bien mort, si cet épouvantail aux cheveux roux, qui a collaboré si activement à son enterrement, a également collaboré à sa mort. Mais supposez le pire, imaginez les solutions les plus sinistres, les plus mélodramatiques. Supposez par exemple que le domestique a tué son maître, ou que le maître n'est pas vraiment mort, ou que le maître se déguise sous les traits de son domestique, ou encore que le domestique est enterré à la place de son maître. Vous pouvez inventer autant de tragédies à la Wilkie Collins que votre imagination pourra vous en inspirer. Mais vous n'aurez toujours pas expliqué pourquoi les bougies n'ont pas de chandelier, ou pourquoi un gentleman de bonne famille se plaisait à répandre du tabac sur son piano. Nous pouvons nous représenter le nœud même de l'histoire. Ce sont des incidents qui restent mystérieux. Il est impossible à l'esprit humain, si exercé soit-il, de découvrir un lien quelconque entre le tabac à priser, les diamants, les bougies et les rouages de montres. Je crois avoir découvert ce lien, dit le prêtre. Ce Glengael détestait la Révolution française. Il était nostalgique de l'Ancien Régime et s'efforçait de vivre la vie quotidienne des derniers Bourbons. Il accumulait du tabac à priser parce que c'était le grand luxe du XVIIIe siècle, des bougies parce que c'était le luminaire du XVIIIe siècle, de menus ferrailles parce que Louis XVI s'adonnait à la serrurerie des diamants, à cause du fameux collier de Marie-Antoinette. Les deux autres le regardèrent avec de grands yeux. « Quelle idée extraordinaire !» s'écria Flambeau. « Croyez-vous réellement que ce soit vrai ?»« Je suis au contraire persuadé que c'est faux, » répondit le père Brown. « Seulement vous venez de dire que personne ne pourrait jamais établir un lien entre du tabac, des diamants, les fragments d'une mécanique et des bougies. Je vous en ai déjà donné un, quoique je sois convaincu que la vérité gît ailleurs. » Il s'arrêta un instant à l'écoute du vent qui gémissait dans les tourelles du château. Puis il ajouta. Le dernier des Glengael était un voleur. Il menait une seconde vie, celle d'un audacieux cambrioleur. Il n'avait pas de chandelier parce qu'il n'employait que des bouts de bougie dans sa lanterne sourde. Il faisait du tabac à priser l'usage que les pires criminels français font du poivre. Il en jetait des poignées à la figure de ses ennemis. Mais la meilleure preuve de ce que j'avance réside dans la présence simultanée des diamants et des petites roues d'acier. Plus aucun doute ne peut subsister, je suppose, chez vous. Les diamants et les rouages d'acier sont en effet les seuls instruments à l'aide desquels on puisse couper une vitre. La branche d'un sapin secouée par le vent vint frapper violemment la fenêtre derrière les détectives, comme pour parodier le cambrioleur. Mais ils ne se retournèrent pas, leurs yeux restaient fixés sur le père Brown. « Les diamants et les rouages, répéta Craven pensivement, sont cela les seules données qui vous font croire à cette explication? » « Je n'y crois pas, répondit le prêtre placidement. « Mais vous me disiez tantôt que personne ne pourrait découvrir le rapport entre ces quatre objets. La véritable explication est naturellement beaucoup plus banale. Glengael avait découvert, ou croyait avoir découvert, un trésor dans son domaine. Quelqu'un l'avait leurré à l'aide des brillants, en lui disant qu'ils avaient été trouvés dans une caverne voisine. Les petites roues ont servi à tailler ces diamants. Glengael a dû poursuivre ses recherches très modestement, en y associant quelques bergers ou quelques montagnards du pays. Le tabac prisé est le grand luxe de ces bergers, la seule chose avec laquelle on peut acheter leur silence. Ils n'employaient pas de chandelier parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils tenaient leurs bougies en main, au cours de leurs explorations. « C'est tout ?» demanda Flambeau, après un long silence. « Cette solution toute bête est-elle finalement la bonne ?»« Oh non !» répondit le père Brown. Et tandis que le vent lançait au loin, dans les sapins, une huée moqueuse, il reprit d'un air impassible. « Je n'ai suggéré cela que parce que vous prétendiez qu'il était impossible de trouver un rapport entre du tabac, un mouvement d'horloge ou des bougies et des pierres brillantes. 10 philosophies plus fausses les unes que les autres peuvent expliquer l'univers, 10 théories plus fausses les unes que les autres s'appliquent au château de Glengael. Ce qu'il nous faut, c'est la véritable clé de l'énigme. N'y a-t-il rien d'autre dans la liste ?» Craven éclata de rire et Flambeau se leva en souriant, pour aller de l'autre côté de la table. « Quinto, sexto, septimo, etc., dit-il, c'est certainement plus varié qu'instructif. Une curieuse collection, non de crayons mais de mines de plomb. Une canne de jonc banal, dont l'extrémité est plus ou moins fendue. Cela pourrait être l'instrument du meurtre. Mais il n'y a pas eu de meurtre. Et pour finir, quelques vieux micelles
et quelques images de piété que les Ogilvy conservaient, je suppose, depuis le Moyen Âge. L'esprit de famille étant plus fort, chez eux, que le puritanisme, nous ne les avons placés dans le musée que parce qu'ils ont été coupés de façon curieuse. La tempête impétueuse poussa, en cet instant. Un amoncellement terrible de nuages au-dessus de Glengyle, et la longue chambre fut plongée dans l'obscurité. Le père Brown examina, une à une, les enluminures. Il reprit la parole avant que l'obscurité ne se soit dispersée. Mais c'était la voix d'un autre homme. « Monsieur Craven, dit-il, comme s'il avait tout à coup 10 ans de moins, vous avez, n'est-ce pas, un mandat légal pour examiner le tambour. Le plus tôt serait le mieux. Il faut que nous allions au fond de cette horrible affaire. Si j'étais vous, je commencerais dès maintenant. » « Maintenant ?» répondit le détective surpris. « Et pourquoi maintenant ?»« Parce que l'affaire est grave, répondit Brown. Il ne s'agit plus ici d'un peu de tabac répandu et de quelques cailloux, qui peuvent se trouver là pour une centaine de raisons différentes, alors que je ne connais qu'une raison de faire ceci. Et cette raison a ses racines à l'origine même du monde. Ces images de piété ne sont pas simplement salies, déchirées ou couvertes de griffonnage, ce qui pourrait être le résultat du désœuvrement ou de la bigoterie d'enfants ou de protestants. On en a usé avec soin, et de bien étranges façons. Chaque fois que, dans ces vieilles enluminures, le nom de Dieu revient, avec ses lettres ornementées, on l'a méticuleusement découpé. La seule chose que l'on ait également enlevée est l'auréole autour de la tête de l'enfant Jésus. C'est pourquoi je vous dis, armons-nous de ce mandat, d'une bêche et d'une hache, et allons au plus tôt forcer le cercueil. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda le policier. « Cela signifie, répondit le petit prêtre, et sa voix s'éleva au milieu des fracas de la tempête, cela signifie que le grand diable de l'univers pourrait bien en ce moment être assis sur la plus haute tour de ce château, gros comme 100 éléphants et rugissant comme l'Apocalypse. Il y a de la magie noire au fond de cette affaire. »« De la magie noire » répéta Flambeau de sa voix basse, car il était trop éclairé pour ne pas comprendre ce mot. « Mais que signifient alors ces autres objets ?»« Oh, quelque chose d'odieux, je suppose, » reprit Brown avec impatience. « Comment le saurais-je? Comment pourrais-je deviner tous les sortilèges auxquels on se livre ici-bas? Peut-être peut-on infliger la torture à l'aide d'un jonc et du tabac. Peut-être certains fous mangent-ils de la cire et des limailles d'acier. Peut-être peut-on brasser certains filtres à l'aide de mines de plomb. Le plus court chemin vers la clé du mystère passe par cette montagne et le cimetière. » Ses compagnons le suivirent machinalement, et avant de s'en rendre compte, ils étaient dans le jardin, où une rafale de vent faillit les jeter à terre. Ils continuèrent pourtant de le suivre. Craven avait une hache en main et son mandat en poche. Flambeau portait la bêche de l'étrange jardinier, et le père Brown ne s'était pas dessaisi du livre doré dont on avait arraché le nom de Dieu. Le sentier tortueux qui montait au cimetière n'était pas long, mais la violence du vent le leur fit paraître interminable. Aussi loin que le regard pouvait porter, aussi haut qu'il s'élevait sur la colline, s'étendait la mer infinie des sapins ployés par la tempête, et leur agitation semblait aussi vaine qu'elle était immense, comme si l'ouragan avait grondé sur une planète déserte et sans objet. À travers la futaie infinie de la forêt gris-bleu, chantait d'une voix perçante cette antique douleur qui subsiste au cœur des choses païennes. On eût pu croire que les voix qui s'échappaient de ces frondaisons impénétrables étaient les cris de Dieu perdu, de Dieu qui se serait égaré dans ces forêts insensées et désespéré de retrouver le chemin du ciel. « Voyez-vous, dit le père Brown d'une voix basse, avant que l'Écosse n'existât comme telle, ses habitants étaient de drôles de gens. Ils sont encore curieux maintenant, mais je pense qu'à une époque préhistorique, ils ont dû adorer les démons. C'est sans doute pour cela qu'ils se sont jetés dans le puritanisme. »« Mon ami, dit Flambeau, qui avait du mal à contenir son agitation, que signifie ce tabac à priser ? » « Mon ami, répartit Brown avec le plus grand sérieux, toute véritable religion est matérialiste, et le culte du diable est une véritable religion. Ils avaient atteint la calotte herbue qui couronnait la colline, l'un des rares endroits dénudés au milieu du rugissement et du fracas de la forêt de sapins. Une frêle clôture de bois et de fils de fer, secouée par le vent, leur indiqua la limite du cimetière. Lorsque Craven eut gagné le coin, où se trouvait la tombe, et que Flambeau y eut planté sa bêche,
Tous deux devinrent le jouet des vents, au même titre que la forêt et la clôture. Au pied de la tombe croissaient de hauts chardons fanés d'un gris d'argent. Une ou deux fois, le vent brisant une de leurs boules de duvet en éparpilla les semences autour d'eux, et Craven sursauta comme si une flèche venait de l'effleurer. Flambeau enfonça le fer de sa bêche dans l'herbe sifflante, puis dans l'argile humide, mais il s'arrêta bientôt et s'appuya dessus comme sur un bâton. « Allez-y, dit le prêtre très doucement. Nous tâchons seulement de découvrir la vérité, que craignez-vous ? Je crains de la découvrir, répondit Flambeau. Le policier s'exclama brusquement d'un ton qui s'efforçait en vain de rendre jovial et détaché. Je me demande pourquoi il s'est caché ainsi, pour dissimuler quelque chose de dégoûtant, je suppose. Était-ce un lépreux ? Pis que cela, dit Flambeau. Et que pouvez-vous imaginer de pire qu'un lépreux ? Je ne peux pas l'imaginer. Flambeau bêchait avec une énergie farouche, mais la tempête avait déjà repoussé bien loin les lourds nuages qui s'accrochaient aux montagnes comme de la fumée, et révélaient des champs de lumière grise, faiblement éclairés par les étoiles. Lorsqu'il dégagea du trou la forme d'un grossier cercueil de bois, et qu'il parvint à le hisser sur le sol, Craven s'approcha armé de sa hache. Un chardon l'effleura et il hésita. Puis, s'armant de décision, il frappa le couvercle avec la même énergie que Flambeau avait mise à creuser la fosse. Il l'arracha, et le contenu du cercueil apparut sous la lumière grise des étoiles. « Des os, » dit Craven. Puis il ajouta, « Mais c'est un homme. » Comme s'il s'était attendu à toute autre chose. « Est-il, demanda Flambeau d'une voix incertaine, est-il normal ?»« Selon toute apparence, dit le policier d'un ton rauque, en se penchant sur le squelette. Un grand frisson secoua le corps gigantesque de Flambeau. « Et maintenant que j'y songe, cria-t-il, pourquoi au nom de toutes les folies ne serait-il pas normal ? Qu'est-ce qui s'empare de nous dans ces froides, dans ces maudites montagnes ? Peut-être est-ce cette noire, cette absurde monotonie, toutes ces forêts, et surtout cette sorte d'horreur de l'inconscient. C'est comme le rêve d'un athée, des sapins et encore des sapins, et encore des millions de sapins. Mon Dieu, l'interrompit l'homme près du cercueil. Mais il n'a pas de tête. Tandis que ses compagnons restaient figés, le prêtre pour la première fois laissa paraître son inquiétude et sa surprise. Pas de tête ? répéta-t-il. Pas de tête ? Comme s'il s'était attendu à quelque autre difformité. Les folles visions d'un enfant sans tête, qui serait né à Glengyle, d'un jeune homme sans tête, se cachant dans le château, d'un homme sans tête, arpentant ces salles antiques, et ce superbe jardin, défilèrent dans leurs esprits, comme un diaporama. Mais même en cet instant critique, cette vision fut fugitive, et leur sembla absurde. Ils restèrent là, un peu bêtement, comme des animaux épuisés, à écouter mugir la forêt et hurler le ciel. Penser leur semblait un exploit soudainement inaccessible. Il y a 3 hommes qui ont perdu la tête autour de ce tombeau, dit le père Brown. Le pâle détective londonien ouvrit la bouche pour parler et resta bouche bée, comme un idiot, tandis que le cri du vent déchirait le ciel. Puis il regarda la hache qu'il tenait en main comme s'il s'agissait d'un objet étranger, et la laissa tomber. « Mon père, dit Flambeau de cette voix sourde et enfantine, qu'il avait dans de rares occasions. Mon père, qu'allons-nous faire ?» La réponse de son ami fut aussi concise, aussi rapide qu'un coup de fusil. « Dormir !» s'écria Père Brown. « Dormir ! Nous sommes au bout du chemin. Savez-vous ce que c'est que dormir ? Savez-vous que tout homme qui dort croit en Dieu ? C'est un sacrement et c'est un acte de foi et une nourriture. Et nous avons besoin d'un sacrement, fût-il naturel. Quelque chose vient de nous arriver, qui arrive rarement aux hommes, et c'est peut-être la chose la plus terrible qui puisse leur arriver. » Craven referma la bouche pour demander. « Que voulez-vous dire ?» Il répondit, le visage tourné vers le château. « Nous avons trouvé la vérité, et la vérité est absurde. » Il redescendit le sentier d'un pas précipité et téméraire, et dès qu'ils eurent regagné le château, il se jeta sur son lit comme un chien épuisé se laisse choir dans sa niche. Malgré l'éloge mystique qu'il avait fait du sommeil, le père Brown se leva le lendemain plus tôt que les autres. Hormis le silencieux jardinier, ses compagnons le trouvèrent fumant une grosse pipe et surveillant le travail taciturne de l'expert dans le potager. Dès l'aube, la tempête s'était muée en une averse torrentielle, et la matinée était d'une fraîcheur exceptionnelle. Le jardinier semblait même avoir causé avec le prêtre.
Mais à la vue des détectives, il planta sa bêche d'un air bougon dans un parterre et après avoir fait une vague allusion à son déjeuner, passa entre deux rangées de choux pour aller s'enfermer dans la cuisine. « C'est un homme précieux, dit le père Brown. Il bêche ses pommes de terre à la perfection. Pourtant, ajouta-t-il avec une charitable indifférence, il a ses défauts. Qui de nous n'en a pas? Il n'a pas bêché ce carré régulièrement, là par exemple. Il frappa du pied un certain point. Cette pomme de terre me rend vraiment perplexe. Et pourquoi? Demanda Craven, amusé par la nouvelle marotte du petit homme. Elle me préoccupe, répondit-il, parce qu'elle a préoccupé le vieux Go lui-même. Il a planté sa bêche partout, méthodiquement, sauf ici. Il doit y avoir, là, une bien grosse pomme de terre. Flambeau saisit la bêche et creusa avec vivacité. Il souleva sous une motte de terre quelque chose qui ne ressemblait pas à un tubercule, mais plutôt à un monstrueux champignon. L'objet rendit sous la bêche un ton sec, tourna sur lui-même comme une balle et leur sourit de toutes ses dents. « Le comte de Glengyle, dit Brown tristement, le regard grave fixé sur le crâne. Après un moment de réflexion, il prit la bêche des mains de Flambeau. « Nous devons le cacher, dit-il, et il ensevelit le crâne à la même place. Puis il inclina son petit corps et son énorme tête sur le manche de la bêche plantée dans le sol. Le regard absent et le front soucieux, il murmura. Si seulement nous pouvions comprendre le sens de cette nouvelle abomination. Et il cacha son front dans ses mains, comme les hommes font à l'église. Tous les coins du ciel s'éclairaient de bleu et d'argent. Les oiseaux péroraient dans les buissons du jardin. Si haut qu'on eût dit que les buissons eux-mêmes parlaient. Mais les trois hommes restaient silencieux. « Je donne ma langue au chat, dit enfin Flambeau. Mon cerveau ne se fait pas à ce pays-ci. Voilà tout. Du tabac à priser, des livres de prière abîmés et des rouages de boîte à musique. Comment voulez-vous » Brown releva son front peiné et frappa sur le manche de la bêche avec une intransigeance inhabituelle chez lui. « Oh, tutut, fit-il. Tout cela est simple comme bonjour. J'ai compris le tabac, l'horlogerie et le reste, dès que j'ai ouvert les yeux ce matin. Et depuis lors, j'ai fait parler le vieux Go, le jardinier, qui n'est pas aussi sourd et aussi bête qu'il veut le paraître. Il n'y a rien de mal dans tous ces objets laissés pour compte. Je me suis trompé au sujet du livre de messe, il n'y a rien de mal là non plus. Mais c'est ceci qui me tourmente. On ne viole pas innocemment une tombe. On ne vole pas innocemment un crâne. Il doit y avoir de la magie noire au moins là-dessous. Cela ne s'accorde pas avec l'explication du tabac et des bougies. Et il se mit à marcher, fumant avec humeur. Mon ami, dit Flambeau, d'un ton ironique, vous devez me ménager et vous souvenir que j'ai été un criminel jadis. Je possédais alors ce grand avantage de pouvoir toujours inventer l'intrigue moi-même et de la jouer dès que cela me plaisait. Mon impatience française ne supporte pas les lenteurs et les délais que m'inflige ce travail de détective. Toute ma vie, que mon but ait été bon ou mauvais, j'ai toujours agi dans l'instant. Je ne me suis jamais battu en duel dès le lendemain de l'affront. J'ai toujours payé comptant. Je n'ai même jamais remis une visite chez le dentiste. La pipe du père Brown lui tomba de la bouche et se brisa en 3 fragments sur le gravier du chemin. Ses yeux roulèrent dans leur orbite, comme ceux d'un idiot. « Seigneur, quelle poire je suis !» ne cessait-il de répéter. « Seigneur, quelle poire !» Enfin il éclata de rire à la façon d'un homme ivre. « Le dentiste !» s'écria-t-il. 6 heures en plein abîme spirituel, tout ça parce que je n'ai jamais songé au dentiste. Une idée si simple, si belle, si sereine. Mes amis, nous avons passé la nuit en enfer, mais le soleil s'est levé, et les oiseaux chantent, et l'image radieuse du dentiste console tout le monde. « J'aurai la clé de ceci, » s'exclama Flambeau, en s'avançant vers le prêtre, même si je dois employer pour cela toutes les tortures de l'Inquisition. Le père Brown réprima, à en juger par ses mouvements désordonnés, une violente envie de danser sur la pelouse baignée de soleil, et s'écria d'une voix suppliante comme un enfant. « Oh, laissez-moi un peu faire la bête. Vous ne savez pas combien j'ai été malheureux. Je suis certain maintenant que cette affaire ne masque rien de grave. Rien qu'une légère manie, peut-être, qui pourrait y trouver à redire. » Il tourna sur lui-même, puis fit face à ses compagnons. « Ceci n'est pas l'histoire d'un crime, dit-il gravement, mais plutôt l'histoire d'une étrange et tortueuse honnêteté. Nous avons peut-être affaire au seul homme qui n'ait jamais pris plus que son dû. C'est une plongée dans une logique rustique qui a été la religion de sa race.
ce vieux dicton sur la maison de Glengyle. La sève est à l'arbre, ce que l'or rouge est aux ogilvies. Est vrai au sens littéral comme au sens métaphorique. Il ne signifie pas seulement que les Glengyle recherchaient la richesse, mais aussi qu'ils accumulaient littéralement de l'or. Ils possédaient une énorme collection d'ornements et d'ustensiles de ce métal. C'étaient en fait des avares, dont la manie avait pris cette forme particulière. Si vous tenez compte de ce fait, la présence de tous les objets que nous avons trouvés dans le château s'explique. Des diamants, sans les bagues d'or qu'ils ornaient, des bougies sans leur chandelier d'or, du tabac extrait de tabatière d'or, des mines de plomb sans leur crayon d'or, une canne sans son pommeau d'or, des éléments d'horlogerie sans horloge, ou plutôt sans montre d'or. Et si insensé que cela puisse paraître, les auréoles et les lettres enluminées n'ont été enlevées des vieux missels que parce qu'elles étaient dorées. Au fur et à mesure que l'absurde vérité se faisait jour, le jardin semblait s'éclairer et l'herbe grise brillait davantage sous le soleil. Flambeau alluma une cigarette tandis que son ami continuait. « Elles ont été enlevées, dit le père Brown, enlevées, et non pas volées. Des voleurs auraient fait disparaître des indices. Ils auraient pris le tabac avec les tabatières, la mine de plomb avec les crayons. Nous avons affaire à un homme dont les scrupules peuvent être étranges, mais qui n'en a pas moins des scrupules. J'ai trouvé ce remarquable moraliste ce matin dans son potager, et il m'a conté toute l'histoire. Feu Archibald Ogilvy était peut-être le meilleur homme qui soit né à Glengyle, mais sa vertu l'avait aigri et rendu misanthrope. Il s'affligeait tellement de la malhonnêteté de ses ancêtres qu'il avait fini par croire que l'humanité entière leur ressemblait. Il se méfiait particulièrement de la philanthropie et des dons gratuits d'argent, et s'était juré que, s'il rencontrait un homme qui ne prenait pas son dû, il lui léguerait l'or de Glengyle. Après avoir lancé ce défi à l'humanité, il s'est enfermé ici sans songer loin du monde qu'elle pourrait le relever. Un soir, un gamin du village voisin, sourd et l'air hébété, lui a apporté un télégramme tardif, et Glengyle, pour lui jouer un tour, lui a donné un farthing de cuivre tout neuf. Du moins il a cru avoir fait ainsi. Mais en comptant son argent, il a retrouvé le farthing, et s'est aperçu qu'une pièce d'or de 20 shillings avait disparu. Cet accident a été pour lui un nouveau prétexte d'amère raillerie. Dans tous les cas, le garçon manifesterait la vile concupiscence de son espèce. Ou bien il allait disparaître comme un voleur avec l'argent, ou bien il allait le rapporter vertueusement dans l'espoir d'une bonne récompense. Mais au milieu de la nuit, Lord Glengyle a été brusquement réveillé par l'idiot qui l'a obligé à lui ouvrir lui-même la porte, car il vivait seul. Le gamin lui rapportait non pas la pièce de 20 shillings, mais exactement 19 shillings, 11 pence et 3 farthings. L'invraisemblable exactitude de cette action a alors embrasé le cerveau du maniaque. Comme Diogène, il avait longtemps cherché un honnête homme, et il a fini par en trouver un. Il a fait un Nouveau Testament que j'ai vu. Il a retenu le scrupuleux jeune homme dans son château abandonné, et en a fait son seul serviteur, et d'une curieuse manière, son principal héritier. Le pauvre homme, si peu qu'il puisse comprendre, a parfaitement assimilé les deux idées fixes de son maître. D'abord que la plus scrupuleuse honnêteté importait avant tout, ensuite qu'il devait hériter l'or des Glengyle. Jusque-là, tout s'explique. Il a dépouillé la maison de tout l'or qui s'y trouvait, et ne s'est pas approprié un atome de ce qui n'était pas en or, pas même un grain de tabac. Il a détaché les feuilles d'or des vieilles enluminures, en prenant grand soin de laisser le reste intact. Tout cela, je l'ai compris, mais je ne pouvais comprendre la présence de ce crâne. Cette tête humaine enterrée parmi les pommes de terre m'a sérieusement inquiété. Elle m'a rempli d'angoisse jusqu'à ce que Flambeau me donne le mot de l'énigme. Tout va bien, il remplacera le crâne dans le cercueil quand il aura extrait l'or de ses dents. Et effectivement, lorsque Flambeau gravit la colline un peu plus tard, il vit cet être étrange, ce vertueux avare, bêchant la tombe violée, son plaid soulevé par le vent, flotter autour de son cou, et son chapeau haut de forme couronnait sa tête solennelle. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.